On a fait une petite sélection avec ton aide de produits qui posent des problèmes de perturbateurs endocriniens. Les fruits sont plus traités que les légumes. Les pommes, elles peuvent subir jusqu'à 30 traitements chimiques. Au départ, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'empoisonne et on va en parler, mais il y a eu une motivation à tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attaque à un sujet qui inonde nos quotidiens depuis 50 ans. À peu près, oui. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Pour ça, je reçois Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci de m'accueillir. Ben, je t'en prie, ça fait quelques mois qu'on prépare cette vidéo, je suis très content. On a cherché pendant longtemps quelqu'un qui pourrait nous orienter, nous aiguiller, nous informer sur ce sujet, qui est un vrai sujet de santé publique selon toi? Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu es capable de définir les perturbateurs endocriniens en une phrase? Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques seules, une molécule seule ou en mélange, qui vont en fait perturber notre système hormonal. C'est un élément, des particules, une molécule, c'est quoi en fait exactement? Oui, ce sont des molécules chimiques, ce sont des substances chimiques qui font aujourd'hui partie du paysage chimique. Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'en fait, on a introduit énormément de chimie dans notre quotidien. Et parmi toutes ces substances chimiques du quotidien, eh bien, il y en a dont on s'est aperçu qui pouvaient être dangereuses pour la santé, dont les perturbateurs endocriniens. Si on revient à l'histoire de ces molécules chimiques, c'est quoi les atouts de ces molécules à la base qui maintenant deviennent finalement un problème de santé publique avec les perturbateurs endocriniens? Alors c'est sûr que si on les a introduits dans bon nombre de produits du quotidien, c'est qu'ils ont des atouts très intéressants pour les industriels. Ce sont des molécules faciles à manipuler, qui coûtent pas très cher et qui rendent plein de services pour les industriels. L'exemple du plastique est l'exemple typique par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc l'industrie chimique et notamment l'industrie plastique a introduit, il y a de ça un bon nombre d'années, des perturbateurs endocriniens dans certains plastiques. Parce qu'en fait, les plastiques, il y en a différents. Ils ne sont pas tous composés avec les mêmes molécules. Donc, il y a 7 familles de plastiques différents. Et malheureusement, eh bien, il y a des familles de plastiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Au départ, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'empoisonne et on va en parler, mais il y a eu une motivation à tout ça. Par exemple, les bisphénols, ce sont des polymères qui permettent de durcir les plastiques. Voilà. Okay. Donc, le bisphénol A dans les biberons, très pratique, puisqu'on veut des biberons quand même qui tiennent la route quand on les fait chauffer. Et puis voilà, il faut quand même que le produit ait une certaine consistance. À l'inverse, les petits cousins des bisphénols, les phtalates, qui sont aussi soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens, eux assouplissent les plastiques. Quand on a commencé à utiliser massivement ces substances chimiques, on était dans une logique de productivité. Donc là, personne n'a remis en cause. On en avait besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a observé, en France comme à l'international, qu'il y avait de plus en plus de maladies chroniques non transmissibles. Les cancers, les diabètes, l'obésité, les troubles neurologiques, toutes ces maladies où l'environnement et les molécules chimiques sont mises en cause. On fait des liens entre ces maladies chroniques et toutes ces molécules chimiques. Ces cancers-là, aujourd'hui, on peut les associer directement, en tout cas en partie, aux perturbateurs endocriniens, de l'environnement, de l'alimentation et de la cosmétique par exemple? Oui, la maladie, c'est un événement multifactoriel, plurifactoriel. On est exposé à plein de choses au cours d'une journée, on va être exposé à plein de choses. On a plusieurs voies d'exposition au pollen. On a la voie digestive, on mange, on boit, on a la voie respiratoire et la voie cutanée, on s'applique des produits sur la peau. Eh bien, si tu te retrouves avec plusieurs molécules de manière chronique sur une certaine durée, avec des mélanges, en fait, des cocktails de molécules qui sont toxiques, voire cancérigènes, eh bien, en fait, à un moment donné, malheureusement, ton corps, il va plus pouvoir gérer et on peut déclencher une pathologie à force d'être exposé à des mélanges de molécules chimiques. Et donc les perturbateurs endocriniens font partie de ces mélanges, de ces molécules chimiques qui nous posent problème et avec lesquels on fait des liens. Donc notamment cancer hormonodépendant, on soupçonne quand même très fort ces perturbateurs endocriniens et en toute logique d'avoir un impact sur ces maladies, mais pas que. Aujourd'hui, on voit exploser ce qu'on appelle les TDAH. Les troubles de l'attention et de l'hyperactivité chez l'enfant. On met les perturbateurs endocriniens en cause aussi sur ces comportements de l'enfant qui changent en fait, qui ont profondément changé. Avant de faire produit par produit, je me pose encore cette question donc on a la question des emballages, on le voit, et notamment avec cette sorte du plastique, mais on en trouve aussi dans d'autres états, notamment je pense aux pesticides ou aux additifs. Oui. Et là c'est pareil, au départ on synthétise ces molécules pour des raisons de productivité finalement. Oui. C'est le cas du pesticide? Alors, ça me permet de dire
tout de suite, on va parler des pesticides dans les fruits et les légumes, avec les résidus qu'on peut malheureusement retrouver dans notre assiette. Loin de moi l'idée, je pense que tu seras d'accord avec moi, de diaboliser les agriculteurs, bien évidemment. Ce sont les premiers exposés aux molécules chimiques, ce sont les premiers malades. Ils sont dans un système dont il est extrêmement difficile de sortir. On a fait une petite sélection, avec ton aide, de produits qui posent des problèmes de perturbateurs endocriniens. Je vais commencer par le film alimentaire, qui est quand même hyper pratique, beaucoup utilisé dans la restauration. C'est un sujet ? Ouais, c'est un sujet parce que, alors même si ça a changé, on a quand même encore pas mal de films étirables en PVC, polychlorure de vinyle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la famille numéro 3 des plastiques. On va y retrouver des phtalates soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qui va aussi favoriser la migration des composés plastiques, des composants plastiques dans l'alimentation? C'est aussi tout ce qui est gras et acide. Donc cet autre plastique. Là, on est sur le plastique numéro 6, on est sur le PS, le polystyrène. Et puis alors, tu remarqueras quand même quelque chose de formidable, c'est que ce soit là ton poulet ou ton fromage, on est dans une barquette en polystyrène, entourée de quoi? Plastique. De film étirable. Là, la question, c'est aussi la migration. Et donc le gras favorise ça? Alors, là, on ne fait pas chauffer. Ta barquette en polystyrène, tu vas pas la mettre comme ça directement au micro-ondes. Enfin, normalement, non. Mais on est quand même sur un produit qui est en contact direct avec le plastique et puis qui peut y rester un certain temps. Et puis, effectivement, si tu as du gras, voilà, ça va dégrader d'autant plus ton plastique. Donc le gras dégrade le plastique, donc favorise la migration. Exactement. En fait, les 3 familles de plastique à éviter en priorité, c'est vraiment le 3, PVC, polychlorure de vinyle, on l'a vu avec le film étirable. Le 6, le polystyrène, on vient de le voir avec la barquette en plastique. Et puis, il y a une autre famille, la famille numéro 7, dans laquelle on a mis plusieurs plastiques. Tous ne sont pas avec des perturbateurs endocriniens, mais dans la famille numéro 7, on retrouve entre autres le PC, le polycarbonate. Polycarbonate bisphénol A, c'est les anciens biberons. Voilà, donc ça, on est d'accord qu'aujourd'hui, ça a bougé. Ça a bougé. On ne trouvera plus là-dedans. Plus de bisphénol A dans les biberons. Aujourd'hui, les biberons en plastique, comme plein d'autres produits en plastique, sont en polypropylène, PP, le numéro 5. Je dis pas que c'est bien, ça reste du plastique, attention. Hein, le message à garder en tête, c'est quand même plastique en contact alimentaire. Si on peut vraiment éviter, il vaut mieux. Bon, mais quand même, 3, 6, 7... à éviter absolument. Comment on sait à quelle famille de plastique on a affaire? Eh bien, on regarde. On a un petit triangle avec un numéro, des lettres. Mais quand même, nous, l'alternative qu'on préfère, c'est des biberons en verre. C'est quand même plus sain. Voire des biberons en inox. Aujourd'hui, on a des biberons en inox. Voilà, ça ne casse pas et c'est beaucoup plus sain. Du coup, si on continue sur les plastiques, alors ça, c'était moi ma grande révélation. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette bouilloire, et en quoi c'est un souci? Eh bien, un ustensile parmi d'autres qui est en polycarbonate. Voilà, les plastiques durs comme ça, hein, il y a de grandes chances que ce soit du PC, famille numéro 7. Et alors là, donc, on est sur un produit avec du bisphénol A. Et du coup, c'est le même sujet que ça, même si c'est pas forcément le même plastique? Alors, c'est pas le même plastique. Là, j'ai regardé avant qu'on démarre, c'est du polypropylène. Donc, on est sur du plastique plus acceptable, on va dire. Mais tu as quand même cette histoire de chaud, d'eau bouillante qui va venir dans le plastique. Donc, tu t'exposes quand même. Hein, on va pas dire que c'est fantastique. Tu nous as aussi parlé de ce genre de plastique. Même question, même problème? On est toujours sur la problématique du plastique qui va s'user, qui va s'abîmer. Mieux vaut prendre une cuillère en bois, une cuillère en fer et on sera tranquille. Cette conserve que je croyais innocente, elle ne l'est pas? Pas tout à fait inoffensive, non. À l'intérieur de beaucoup de boîtes de conserve, tu as une petite résine qui permet au produit de ne pas s'oxyder, de ne pas être au contact du métal et donc de ne pas s'oxyder. Sauf que dans cette résine, tu avais du bisphénol A. Grâce à la stratégie sur les perturbateurs endocriniens qu'on a fait passer en 2014, il n'y a plus de BPA dans les contenants alimentaires importés ou exportés en France. Très bien, ils ont retiré petit à petit le A, mais ils sont allés chercher les petits cousins. Donc on n'a plus de A, on a du B, du F, du S, qui ne sont pas toujours mieux, voire pire. Le S peut être plus persistant dans l'organisme que le A, donc c'est un problème. La substitution est ratée, malheureusement. On arrive sur nos amis les pesticides. Pareil là, cuit, pas cuit, je m'expose de la même manière? Alors, déjà, les fruits sont plus traités que les légumes. Les pommes, elles peuvent subir jusqu'à 30 traitements chimiques. Et puis après, tu as les fruits les plus consommés qui contiennent le plus de résidus de pesticides: pommes, pêches, poires, fraises, raisins, agrumes. On est quand même sur des produits assez traités avec des intrants chimiques. Voilà, donc attention à ces produits-là. En légumes, les plus exposés, ça va être les salades, les tomates, les poireaux, les poivrons, les courgettes, voilà.
hein, on sait que c'est pas mal traité. Autre petit sujet que je découvre avec toi, nos ustensiles de cuisson. Alors pareil, on en revient à nos histoires de grandes familles de substances chimiques. Je t'ai parlé des bisphénols. Là, dans les revêtements anti-adhésifs, on va retrouver ce qu'on appelle les perfluorés. Alors celui qu'on avait beaucoup utilisé au début de cette mode des revêtements anti-adhésifs, donc Téflon pour ne pas le citer, c'était le PFOA. Le PFOA a été réglementé il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2-3 ans, et on a dit bah non, plus de PFOA dans les revêtements anti-adhésifs. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait rien là qui ne soit pas dangereux, donc si je peux trouver une alternative saine et sans risque, j'utilise autre chose. Voilà. Le dernier sujet, en tout cas lié à l'alimentation et qu'on a identifié ensemble, ce sont les produits surtransformés, notamment avec les additifs. Alors, c'est un vrai sujet dont on parle de plus en plus là en ce moment, l'alimentation ultra transformée. Il y a des chercheurs qui disent, en gros, dès qu'on commence à dépasser 5 additifs, on est déjà sur un produit ultra transformé. Il y a en moyenne entre 3 et 5 additifs. Est-ce qu'ils sont directement liés aux perturbateurs endocriniens? Alors pas tous, heureusement, hein. On a plus de 300 additifs autorisés sur le marché européen aujourd'hui. Tous ne sont pas des perturbateurs endocriniens et tous ne sont pas toxiques. Mais on a bien identifié plusieurs additifs qui vont poser des problèmes d'allergie, des problèmes d'attention chez les enfants, d'hyperactivité. On a des parabènes, des antioxydants qui, eux, sont soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on peut très rapidement se dire c'est quoi les alternatives? Cuisine chez toi, riz, tomates, poisson, ça fait pas une paella, mais franchement c'est quoi? 8 minutes à la maison pour faire ça? Ça va très vite. Alternative à ça, tout simplement aller directement chez le producteur? Oui, bah oui. Pour éviter l'emballage quoi. Exactement, oui. J'imagine pareil pour le jambon. Bah plutôt aller chez ton boucher si tu peux, aller chercher des produits à la coupe pour éviter encore une fois l'emballage, et puis essayer d'éviter ces fameux nitrites qui posent quand même question aujourd'hui. Alors, le film étirable, très pratique. Par quoi on peut le remplacer? Ça c'est bien. Ça c'est super, du papier de cuisson écologique, du papier de cuisson sulfurisé, voilà. Alors le papier d'aluminium, c'est vrai qu'on serait tenté de se dire bah, c'est la solution idéale, pas vraiment. Au-delà du fait que c'est aussi un perturbateur endocrinien soupçonné, de toute façon c'est un métal qui est toxique pour notre cerveau, donc mieux vaut ne pas le stocker. Alternative? Le bocal en verre. Là, pas de souci, il est innocent le bocal en verre. Oui. Félicitations à lui. Notre ustensile de cuisson et notre poêle revêtement anti-adhésif. Oui. Alors là, on va chercher des matériaux stables. On revient au verre, au fer, à l'inox, à la fonte, des choses qui ne bougent pas, même à la céramique aussi. À la céramique. Si des gens veulent s'informer ou souhaitent même pourquoi pas s'engager, est-ce que tu as des bonnes adresses à donner? Alors, déjà, l'association dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, alors il n'y a pas que WECF, mais déjà on peut aller se renseigner sur plein de choses sur le site de l'association, donc wecf-france.org, voilà. Il y a plein d'articles, de ressources pédagogiques qu'on peut télécharger gratuitement pour s'informer justement sur ces produits chimiques, sur les alternatives au quotidien pour éviter ces substances chimiques. Moi je rajouterais pour s'engager notamment en tant que consommateur, il y a l'UFC Que Choisir qui est une association de consommateurs très connue qui officie beaucoup pour la protection du consommateur et notamment sur ces sujets mais pas que. Cuisinez, informez-vous et engagez-vous. Merci beaucoup Isabelle. Merci Brice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Entends Bien.